Alors je voulais faire un petit topo aujourd'hui puisque évidemment c'est journée de stats inflation, inflation US, attendue en année glissante, hein, c'est important, à 7,3 et qui ressort à 7,5. Donc la stat vient globalement de tomber, même si je publierai certainement cette vidéo faute de temps un petit peu plus tard, et on aura un petit peu à chaud tout de suite la réaction du marché. Alors c'est toujours la même chose, si ça sort un petit peu au-dessus, évidemment, ça va être l'idée de dire, bon ben voilà, il y a l'inflation, la Fed va devoir resserrer ses taux, certainement 0,5% directement en mars. Mais voilà, on est en train, c'est toujours la même chose, vous savez, c'est du pain béni actuellement. C'est du pain béni pour tous les analystes, les journalistes, les économistes, évidemment, c'est inflation, inflation, inflation. Il y a un an, globalement, hein, quand on émettait l'hypothèse de travail, il n'y avait pas grand monde là-dessus. Et ensuite, depuis ce début d'année, en fait, vous avez vu, on a eu des gros mouvements, et donc en fait, ça fait consensus. Et c'est ce que j'essaye toujours de vous dire, c'est de vous dire que en bourse, pour gagner, on a besoin des autres. C'est-à-dire qu'on peut faire une hypothèse de travail, on peut avoir des thèses en effet, et on peut être pionnier éventuellement dans ces thèses-là, mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort, et on a besoin que les flux viennent acheter les actions que l'on est en train de jouer pour nous donner raison, et surtout donc pour donner les tendances. En règle générale, les tendances se forment bien avant, donc avec les pionniers, au fur et à mesure, et elles gagnent du coup en volacité, et c'est quand le consensus, du coup, et que tout le monde est d'accord, que tous les prix de l'énergie vont exploser, que l'inflation va être durable, qu'elle n'est plus temporaire, c'est quand tout le monde, en gros, est d'accord que c'est le moment où vous avez les exponentielles qui se mettent en place, puisqu'il y a un raz-de-marée, évidemment, avec un déficit d'offres par rapport à une demande grandissante. Et c'est à ce moment-là où il faut réfléchir, c'est-à-dire que quand il y a un an, on émettait certaines hypothèses de travail. Aujourd'hui, c'est la même chose que j'aimerais faire. J'ai déjà partagé ça au sein de l'académie. Voilà, je préfère. Ce qui pour moi est important, c'est de ne pas traiter les sujets quand ils adviennent. Je veux dire, ça c'est quand ça fait consensus. Évidemment, tout le monde fait ça pour la simple et bonne raison que bah, c'est au moment où les choses adviennent que les gens font des recherches sur Internet. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devez publier pour pouvoir attirer l'attention, attirer le clic et attirer la majorité. Hein, c'est pour ça que je veux dire, tout un tas, quand on fait des hypothèses de travail, il faut accepter et ça fait partie du jeu, que personne, ça va intéresser personne. Parce qu'à ce moment-là, personne ne pense à ça, tout le monde est encore inflation, inflation. Donc l'idée pour moi, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, oui très bien, alors il y a de l'inflation, très bien. Cette inflation-là, elle est transitoire, je le pense toujours, mais une partie de cette inflation-là est durable, et ensuite sera plus linéaire, mais la partie exponentielle de l'inflation que nous connaissons actuellement, depuis déjà plusieurs mois, et il faut se souvenir que lorsque les stats inflation sortent, hein, ça vous reflète le passé. Or, ce qui intéresse le marché, c'est le futur, et donc tout l'intérêt de faire des hypothèses de travail, de réfléchir, ok très bien, aujourd'hui, on a un monde qui est en inflation, mais l'hyperinflation, on la balaye d'un revers de la main, mais on a donc une inflation forte à 7%. Éventuellement, pour moi, on est en train de construire le pic, mais on n'y est pas encore. Combien de temps ça prendra? Un mois, 2 mois, 3 mois? Voilà, il faut aussi se dire qu'on est sur des cycles économiques, et même si j'ai tendance à conclure que finalement, ce que l'on a post cette crise qui finalement n'a appauvri personne, et dont tout le monde est ressorti globalement la tête au-dessus de l'eau et grandi, c'est qu'on a également accéléré les flux et on a accéléré la volatilité et on accélère également le cycle. Et donc c'est là aussi pour un investisseur, c'est dans cette anticipation et de cette hypothèse de travail, c'est de se dire qu'en gros dans ma transition actuellement, eh ben, il faut que j'accepte d'avoir beaucoup plus de volatilité. Il faut que j'accepte éventuellement voilà, de prendre ce recul nécessaire. Et pour prendre ce recul nécessaire et éviter de me faire balader, eh ben, j'ai besoin d'avoir un coup d'avance. Pas un coup d'avance dans mon positionnement de mon portefeuille, mais globalement un coup d'avance dans la macro pour que quand on commence un petit peu à changer notre fusil d'épaule, eh ben, je suis prêt. Je sais déjà de quoi on parle et je sais déjà vers quoi il faut que je m'oriente.
et donc je gagne en réactivité. Donc dans un monde où on parle uniquement aujourd'hui de « oh mon Dieu, c'est l'inflation »,« oh mon Dieu, on va tous mourir »,« oh mon Dieu, la Fed, les banques centrales vont devoir remonter leurs taux », très bien, mais il faut également se rappeler de plusieurs choses. Premièrement, la politique reste très accommodante, les taux n'ont jamais été aussi bas historiquement parlant, même s'ils remontent en effet à court terme, et ils peuvent encore monter. On a toujours une bonne prime de risque sur le marché, donc on a toujours l'effet TINA, on n'a pas des capitaux, on a des capitaux qui s'arbitrent en effet, et on le voit avec notamment le retour en forme des valeurs value. Alors cette fois-ci, tout le monde vous parle des valeurs value maintenant, et puis les valeurs croissance, ça a jeté à la poubelle, mais on voit aussi cette rapidité dont je vous parlais, cette volatilité. On le voit également un petit peu dans la rapidité du marché à tout de suite faire tourner les choses. Mais c'est là où c'est important d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire que pour qu'il y ait eu cette rapidité là maintenant, en fait, c'est déjà l'année dernière, et on en avait parlé, c'est déjà l'année dernière en 2021, qu'on avait eu plusieurs zigzags, plusieurs pics justement, et plusieurs alertes qui nous montraient que petit à petit, les portefeuilles étaient en train de tourner. Et en fait, quand ça fait consensus, c'est que vous avez en gros la jambe, la grosse jambe haussière en exponentielle qui se met en place. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est terminé, ça serait un petit peu trop facile et un petit peu trop rapide de dire que les choses font des vases communicants trop rapidement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le coup d'après. Et le coup d'après, de se dire, très bien, alors j'ai une inflation forte, j'ai mes banques centrales qui remontent les taux, c'est de se dire, ok, une grosse partie de mon inflation est quand même une inflation qui est transitoire, donc une grosse partie de ma croissance également est une croissance transitoire, et donc je tendrai à un moment donné ou à un autre dans les prochains mois vers une normalisation. La problématique, c'est que mes stats économiques ne me le démontreront que a posteriori, bien entendu, et il faudra plusieurs mois pour pouvoir confirmer la tendance. Ce qui me confirmera la tendance avant, c'est les marchés, c'est la psychologie des foules, et c'est petit à petit que l'argument va rentrer dans le marché de on joue justement un petit peu la temporisation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans un monde très endetté. Je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, je ne vais pas y revenir très longuement, mais on est également dans un monde très politisé, et on a notamment un certain nombre d'élections, etc. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques centrales sont un petit peu coincées, et on en avait parlé, c'est le piège des banques centrales et le jeu d'équilibrisme, c'est qu'elles doivent remonter les taux pour juguler une partie de l'inflation, pour faire plaisir à la population, mais surtout donc aux politiques qui voient leur sondage évidemment impacté par la hausse des prix. Ça impacte le moral du consommateur. Et puis également, in fine, si ça dure trop longtemps, ça impacte aussi sa capacité de dépense et donc, in fine, la croissance. Et donc, on a également besoin de continuer d'investir pour continuer de croître. Et en plus, on va continuer d'investir, notamment dans tout un tas d'énergies vertes qui, on le sait, sont inflationnistes puisque les prix vont augmenter. Donc c'est pour ça qu'il faut bien détacher les choses, c'est que l'inflation n'est pas temporaire, l'inflation n'est pas durable, elle est les deux. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est transitoire, temporaire, liée à la sortie du Covid, et vraisemblablement on va finir par s'en sortir, et il faudra encore quelques mois pour arriver au désengorgement, mais une autre partie est déjà un processus qui a été mis en place et qui, elle, potentiellement, est acté de manière beaucoup plus linéaire et moins exponentielle qu'on a connu, mais d'une manière beaucoup plus long terme. Et c'est ce que beaucoup d'analystes se recoupent à dire, justement. Mais pour autant, pour continuer de financer tout ça, tout en maintenant les coûts de la dette à des niveaux qui ne nous font pas chavirer dans une nouvelle crise de la dette, eh bien, il faut que les taux restent bas. C'est-à-dire que la marge de manœuvre des banques centrales, et même au niveau des taux longs, elle est quand même très fine. Et donc ce qui va nous intéresser, au-delà aujourd'hui de tous les débats et de somnibuler sur l'inflation et la hausse des taux, qu'il soit la hausse des taux courts dirigée par les banques centrales ou la hausse des taux longs, in fine on peut dire que c'est dirigé par les banques centrales aussi, c'est quel est le coup d'après. Et pour moi, ce qui est le plus important de regarder, c'est la croissance. Et c'est ça vraiment qui va être le nerf de la guerre, puisque aujourd'hui, on s'occupe essentiellement voilà, de jouer les values, les valeurs cycliques, parce qu'on a de l'inflation, parce qu'on a une remontée des taux, mais on a de la croissance.
Si jamais cette croissance disparaît, vos valeurs cycliques ne vous protègent absolument plus de votre inflation. Elles sont impactées par le cycle. Donc, on a là, par contre, des valeurs beaucoup plus défensives qui sont des non-cycliques qui, elles, prennent le relais un petit peu des valeurs défensives. Mais donc, ce qui est important de regarder un petit peu dans ce coup d'après, c'est se dire, très bien, à un moment donné ou à un autre, on va acter dans les prochains mois le pic inflationniste. Le marché va acter que, oui, il y a une partie de l'inflation qui est transitoire et on va certainement résorber. Mais le marché va aussi acter qu'on a une partie de la croissance qui est transitoire. On acte déjà évidemment que nos taux de croissance vont être moindres que les taux de croissance de l'année dernière, mais on acte quand même qu'il va y avoir beaucoup de croissance cette année. Mais la question qui va se poser, c'est derrière, pour 2023. Et alors ça peut vous paraître loin, mais il ne faut jamais omettre que le marché anticipe. Et de la même manière qu'aujourd'hui, ça paraît évident de jouer les valeurs énergétiques, de jouer les valeurs justement de value, de protection contre l'inflation, etc., dans un monde qui croît et donc les cycliques, c'est quelque chose qui s'est construit sur toute une année également. Et le marché y est allé par à-coups avant de mettre le consensus dessus. Donc c'est exactement la même chose ici. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, très bien, le coup d'après, c'est le marché qui s'inquiète non plus de l'inflation tant que ça, mais qui s'inquiète donc surtout d'une croissance qui se normalise, certes, mais avec la peur qu'elle se normalise et qu'elle se ramollisse de trop. Et évidemment, avec les impacts que ça peut avoir en termes de soutenabilité des taux d'endettement, et puis tout simplement de la capacité de marger, puisque autant on a eu énormément d'épargne et donc le consommateur, qu'il soit particulier ou privé, n'a pas été trop regardant sur la hausse des prix puisqu'il avait ce sentiment de richesse. Autant maintenant on est en train d'en sortir, c'est-à-dire que l'épargne, même si elle est toujours importante, c'est une épargne aujourd'hui qui est regardée. Les gens de plus en plus et les entreprises font attention à leurs dépenses de par la hausse des coûts. Et comme on se le dit très souvent, l'inflation contient en elle-même son propre remède, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les opérateurs ne vont plus accepter de payer des prix de plus en plus hauts, donc vont réduire leur demande, ils vont certainement augmenter la demande pour des produits alternatifs ou de moindre qualité, mais ils vont réduire leur demande, ce qui va également un petit peu freiner les prix. Donc pour moi, on est aujourd'hui en train de construire une inflation de pic, ça peut encore durer, on est sur de l'économie, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain où je vous dis on est au pic inflation et demain, paf, c'est fini, non. Donc on est là dans l'anticipation. Et la peur que peut avoir le marché maintenant, c'est d'un déficit de croissance. Alors, et c'est ça vraiment qui va m'importer et que je vais regarder. Et alors comment on va le regarder? On va ressortir la fameuse courbe. Alors si vous étiez en bourse dans les années 2018 et puis même avant, c'était évidemment la grande peur de l'inversion de la courbe des taux. Tout le monde y partait là. L'inversion de la courbe des taux, ça appelle du coup une récession à venir, mais on le sait, c'est pas immédiat, ça prend plusieurs mois, voire même plusieurs années, donc il faut s'en méfier par rapport à ça. Mais c'est également, c'est très bien, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait vendre pas mal de beaux titres. Et donc on joue sur la peur un petit peu du déficit de croissance. Il faut se rappeler que voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ça, la peur du marché, c'était la croissance molle. Et donc ce qui va être important du coup, c'est qu'on va ressortir à un moment donné là, quand on va rejouer à se faire peur, qu'est-ce qu'on va nous ressortir? On va nous ressortir, mais regardez un petit peu, le différentiel entre les taux 2 ans et 10 ans, on a les taux à 2 ans qui sont en train de remonter bien plus fortement que les taux à 10 ans, et donc on est en train d'arriver vers un aplatissement de la courbe. Ce qui veut dire que le marché, au fur et à mesure, est en train d'anticiper que l'horizon économique pour les années à venir est un petit peu plus sombre que pour le très long terme. Donc là, vous avez à l'écran la courbe actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'aplatissement qui est en train de se mettre en place, mais pour l'instant, on est encore à un ratio positif, on n'est pas passé en négatif, donc voilà, il n'y a pas matière, je dirais, à s'en inquiéter. Mais comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, le but ici, c'est pas de vous dire que c'est ça qui va se passer, et c'est maintenant qu'il faut agir, non. Le but ici, c'est de se dire, voilà, ça c'est un élément, à un moment donné qui, après, une fois qu'on aura passé cet épisode, oh mon Dieu, l'inflation va tous nous tuer,
on arrivera dans un épisode, oh mon Dieu, la croissance n'est pas si forte que ça, la croissance ralentit plus fortement que prévu, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, là, on va voir tout le monde sortir les inversions de la courbe des taux. Donc ça, voilà, ça fait partie des scénarios, ça fait partie des hypothèses de travail de l'après. Donc voilà, et il faut bien se dire qu'à un moment donné où le marché va se remettre à avoir peur éventuellement de ça, et ça mettra peut-être encore plusieurs mois avant qu'on se pose la question, il faut bien se dire que quand vous avez ce système-là, donc comme on se l'est dit, qu'on a peur sur la croissance, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, les valeurs cycliques pêchent un petit peu. Par contre, on revient sur les valeurs de croissance. Les valeurs, les nouvelles mal aimées, on revient sur les valeurs de croissance qui ont de la visibilité, pas n'importe quoi, pas toutes les valeurs de croissance non plus, mais celles qui ont de la visibilité et qui ont donc des profits et qui continuent d'avoir donc de la croissance, puisqu'évidemment, dans un monde où on commence à ne plus avoir de la croissance, des sociétés qui, elles, continuent de croître, attirent. Donc c'est là aussi où c'est important, et je reviens sur quelque chose que je vous dis souvent. Et on avait déjà parlé, lorsqu'on avait mis l'hypothèse de travail, de dire, ok, retour de la value, etc. C'est bien de comprendre que voilà, il ne faut jamais être all-in ou all-out du marché, et il ne faut jamais en fait concentrer et croire dur comme fer un seul secteur d'activité, ou en l'occurrence ici, à dire, bon, mais très bien, c'est le retour des values, je fais que de la value, et je jette complètement la croissance. Il y a encore une année, c'était je fais que de la croissance et je jette complètement la value. Ce qui est important, voilà, c'est de jamais être tout blanc ou tout noir, parce que ça vous empêche, d'être objectif, quelque part, et deux, donc du coup, pouvoir être réactif sur le cycle d'après. Et au fur et à mesure, le marché va nous indiquer tout cela. Donc, c'est là où c'est très intéressant, on doit comprendre ce que le marché nous dit. Et on doit comprendre que le marché anticipe globalement l'économie. Et que donc là, vous avez une stat qui sort éventuellement au-dessus des attentes. Donc tout le monde, c'est oh mon Dieu l'inflation. Et puis globalement, les valeurs de croissance peuvent continuer aujourd'hui à rebondir, même si c'est essentiellement des éléments techniques. On verra ensuite, il faudra du temps pour que ça construise. Mais globalement, ce que ça nous indique aussi, c'est que le marché va en premier lieu éventuellement commencer à anticiper un pic d'inflation. En deuxième lieu, on se dit tous qu'on a peur que les banques centrales remontent les taux, mais à un moment donné ou à un autre, le marché va également décider de voir le verre à moitié plein et de se dire oui très bien, on remonte les taux. Mais je sais également que ma politique doit rester accommodante, que mes taux réels vont rester négatifs, à ce stade-là en tout cas, ou vont rester très très bas, et donc je reste dans de la politique accommodante. Donc je dois certes revaloriser un petit peu beaucoup, parce que c'est quand même si on a un petit peu une augmentation des taux, proportionnellement c'est quand même important, donc c'est pour ça que vous pouvez avoir vraiment des revirements et des cracks sur les valeurs de croissance, et quelque part tous ceux qui appellent au crack aujourd'hui sur les valeurs de croissance, c'est trop tard, ça a déjà eu lieu. Globalement, la plupart de ces cracks-là, surtout sur les valeurs les moins qualitatives, ont eu lieu sur l'année 2021. Et les indices ont créé cette illusion, et on en avait parlé, avec une poignée de valeurs qui tiennent les indices, et qui font qu'en fait, c'est là où c'est intéressant de voir, c'est qu'en gros, il y a un crack qui s'est réalisé, globalement, les doomsayers n'ont pas vu passer et continuent d'appeler au crack parce que, en gros, on voit bien qu'on a beaucoup d'analystes qui ne sont pas des traders, qui ne sont pas des investisseurs et qui ne regardent que les indices et qui ne regardent absolument pas comment sont formés les indices et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des secteurs d'activité, action par action. Et c'est ça vraiment qui vous permet, vous, en tant qu'investisseur, de pouvoir avoir une prise de recul. Donc c'est ce à quoi je vous encourage. L'idée, c'est pas de dire il va se passer ça, il va se passer ça. Potentiellement, on peut avoir raison, mais après, c'est toute une question de timing. Et dans ce timing, donc, ce qui est important, c'est de pas de voir tout blanc ou tout noir pour être dans la capacité d'être réactif. Et dans la capacité de comprendre aussi que les changements de tendance et les changements de fusil d'épaule se font par à-coups. C'est juste que les à-coups sont beaucoup plus violents actuellement et donc créent de la volatilité parce qu'on a eu un afflux énorme de liquidités qui fait qu'on a un déséquilibre très rapide qui se réalise entre l'offre et la demande. Pourquoi? Parce qu'on a continué d'agrandir la salle de cancer, donc à avoir de plus en plus de liquidités, de plus en plus de flux,
Mais les portes de sortie de secours restent les mêmes, c'est-à-dire que dès que tout le monde décide d'aller sur les mêmes valeurs, et dès qu'on décide de sortir de ces mêmes valeurs-là, les mouvements donc sont très violents parce qu'on n'a pas la contrepartie en face. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et cette volatilité va certainement perdurer parce qu'on est dans une période de transition, qu'on le veuille ou non, qui durera certainement encore plusieurs mois avant qu'on puisse à nouveau avoir une vue beaucoup plus claire de la suite. Donc, ce point, pour moi, de flux, il est très important aussi parce qu'on n'a jamais eu autant d'épargne et donc on n'a jamais eu autant de flux qui sont rentrés sur les marchés boursiers en si peu de temps. Et il ne faut pas négliger le fait que du coup, si on commence à attaquer, la plupart de ces flux se font sur tracker, donc sur des grosses valeurs, et il ne faut pas négliger le fait que ces flux-là viennent essentiellement sur des trackers, et que donc si jamais on attaque les plus grosses valeurs, et que donc on a l'illusion des indices qui se fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a éventuellement des rebonds et les petites valeurs qui s'en sortent beaucoup mieux, les valeurs qui sont moins pondérées dans l'indice, que les grosses valeurs qui sont très pondérées dans les indices, qui commencent à purger, eh ben, ces derniers entrants qui sont rentrés avec des flux très importants, ils peuvent avoir peur et ils peuvent vouloir retirer ces flux. Et donc il ne faut pas négliger également que la bourse et la volatilité que nous connaissons et que nous connaîtrons certainement dans le futur, ce n'est pas seulement lié à de la micro ou à de la microéconomie, c'est également lié à la psychologie des foules, c'est également lié à la capacité du coup de notre épargnant dans le futur d'avoir confiance dans le futur, et si jamais il a moins confiance dans le futur, de devoir par raison ou par force, juste parce qu'il a peur de perdre son argent ou parce qu'il a besoin de cet argent-là, de devoir retirer une partie de ses encours du marché action. Et donc ça, évidemment, le tracker, lui, quand il est vendu, il est bête et méchant, il vend tout ce qu'il y a au même titre que les pondérations. Et donc ça, c'est vraiment important. On avait fait des vidéos il y a plusieurs mois de cela, où vraiment c'était important de comprendre cet aspect-là. Important de comprendre du coup qu'il y a des périodes de marché où l'investissement passif sous-performe un investissement plus actif. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mieux de le faire pour vous, c'est une question de profil, c'est une question d'horizon de placement, mais voilà, c'est des choses dont il faut en avoir conscience, parce que sinon, les émotions également peuvent vous gagner sur les marchés. Donc voilà pour une vidéo un petit peu récap et synthèse, et surtout de comprendre l'actuel, et puis de comprendre derrière que le marché a cette capacité d'anticipation, et donc d'essayer d'avoir quel peut être le prochain coup, pour qu'une fois qu'on commence à avoir les premières indications que le marché est en train de jouer ça, on est déjà préparé. Excellente journée à vous les graphes, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines. Salut!